Non, clairement pas. C'est les fruits que j'en aime 3. Manger des fruits et légumes, on le sait tous, c'est bon pour la santé. Moi j'aime bien mettre juste la batte, genre banane, fraise ou pas dans les smoothies. J'aime aussi la couleur. Ah moi je mets juste le fruit. T'as mis pas mal de poivre. Source de vitamines, de minéraux, de fibres alimentaires, cet apport quotidien permet de diminuer les risques de maladies. Plus largement, on estime qu'une consommation suffisante de fruits et légumes réduit la mortalité de 36%. Sauf qu'un poison vient s'inviter dans ce tableau idéal, les résidus de pesticides. L'avancée de la science bouscule toutes les certitudes au point de se demander « Est-on sûr de ne se faire que du bien lorsque l'on mange des fruits et légumes ?» Chaque Suisse consomme en moyenne 75 kg de légumes et 24 kg de fruits par année. En dehors de l'agriculture biologique ou sans pesticides, la moitié de ce que l'on achète au marché ou dans les centres commerciaux va contenir des résidus de pesticides. Ce ne sont que des traces, mais de produits phytosanitaires classés quand même dans la catégorie des produits toxiques. Non, c'est pas bio. Du bio. En bio, j'ai pas grand-chose, mais on a beaucoup de cultures raisonnées qui fait que... Les gens, ils s'inquiètent des résidus de pesticides. On a une partie de notre clientèle qui s'inquiète. Écoutez, moi, ça fait quelques années que je fais ce métier, que je mange mes légumes, ça va, quoi. Ça va. Je suis encore là, quoi. C'est sûr. Ma belle-mère a moins supporté. Non, je plaisante, Voilà. Est-ce que vous, quand vous achetez les produits que vous vendez, vous faites attention à ces questions-là, pour les questions pesticides et tout ça? On leur pose la question. Après, on ne va pas contrôler partout. On y va beaucoup sur la confiance quand même, mais... Non, on est sensible, nous aussi. On se dit que tout ça ne peut pas être si dangereux, sinon ce serait interdit à la vente. Mais la question trotte dans l'esprit. Tout le monde a son avis. Est-ce que les résidus de pesticides sur les fruits et légumes, est-ce que ça vous inquiète? Beaucoup. Pourquoi? Parce que on sait déjà que dans certaines cultures, le pesticide est déjà dans la graine. On s'inquiète. Je trouve qu'on a déjà beaucoup de choses dans l'air, qu'on ingurgite tous les jours sans se rendre compte. Et puis si on peut déjà au moins éliminer ça, c'est déjà une bonne chose, effectivement. Est-ce que vous êtes inquiète à cause des pesticides ou des résidus de pesticides? Pas du tout. Pourquoi ça vous inquiète pas? Parce que j'ai jamais fait attention, ni gamine, mes parents faisaient attention. Je me dis que j'ai survécu jusqu'ici. Moi, mes parents, ils ont un jardin, donc maintenant c'est plus ce qui vient du jardin. Mais sinon, on fait pas forcément attention à ce qu'on achète, non. Ouais, nous pareil. On fait pas forcément attention dans la vie de tous les jours. Il faut surtout s'adresser aux chimistes qui devraient trouver des solutions à ça. Parce qu'ils savent produire des produits, mais ça, ils n'ont pas le contrepoison. Ils devraient faire le contrepoison avant le produit. Mais ça... Preuve que cette inquiétude n'est pas nouvelle, nous avons trouvé cette perle dans nos archives, un documentaire d'il y a 50 ans. C'était les tout débuts de Temps présent. La science n'était pas aussi avancée, on utilisait les pesticides sans protection et déjà, on s'interrogeait. La question est posée, est-ce que, d'ores et déjà, tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons porte en soi des germes d'intoxication parfois irréversibles? Utilisation des œstrogènes, traitement des cultures avec des engrais chimiques, sulfatage des arbres fruitiers à l'aide de pesticides, tout cela conduit-il à une grave pollution alimentaire? La population a-t-elle raison de s'alarmer? Je pense qu'on peut rassurer les consommateurs sur l'importance de la pollution alimentaire. D'abord, on s'en préoccupe, on le contrôle, il y a un service fédéral de l'hygiène publique qui contrôle la chose, il y a des normes extrêmement précises qui sont également surveillées de très près. Qu'il y ait
dans nos aliments des substances étrangères indésirables, personne ne le discute. Mais est-ce que ces substances jouent un rôle nocif? C'est une autre question. Comme porte-parole de l'inquiétude de la population à l'époque, on retrouve la déjà très active Fédération romande des consommateurs. Je crois que le public est assez angoissé. Il a l'impression qu'on l'empoisonne actuellement. Et même on essaye de le rassurer, de lui dire que les contrôles sont faits. Il revient toujours avec les mêmes questions. Et effectivement, 50 ans plus tard, ce sont les mêmes questions. Je trouve que c'est extrêmement inquiétant. On ne sait plus comment est-ce qu'on doit laver les fruits et légumes, s'il faut absolument les peler, en particulier pour les donner aux enfants. Donc oui, c'est un sujet dont il faut s'occuper. Est-ce que tu aimes les fruits? Oui. Quels fruits tu aimes? Les fraises. Tu as quel âge, Alexis? 6 ans. 6 ans. Quel est ton fruit préféré? La passion. Il faut manger des fruits et légumes? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Les fruits et légumes, c'est à la fois de la couleur, des saveurs et un délice culinaire. Mais c'est surtout bon pour la santé. Il est encore trop jeune, Alexis, pour connaître cette campagne. Il est recommandé de manger 5 portions de fruits et légumes par jour, 3 de légumes et 2 de fruits. Une portion correspond à la quantité contenue dans le creux de sa main. Depuis 20 ans, l'OMS ancre ce message simple et efficace, sauf que la science avance. Une étude toute récente, janvier 2022, vient de tout bouleverser. L'exposition aux résidus de pesticides par le biais de l'alimentation pourrait annuler l'effet bénéfique de la consommation de fruits et légumes sur la mortalité. L'étude provient de la prestigieuse université de Harvard et la méthode est convaincante. Les scientifiques ont passé au crible les habitudes alimentaires de 160 000 Américains sur 20 ans. Ils les ont séparés en 2 groupes. Ceux qui mangent 5 fruits et légumes par jour sans ou avec peu de résidus de pesticides et ceux qui mangent 5 fruits et légumes par jour connus pour contenir un taux élevé de résidus de pesticides mais dans les normes autorisées aux États-Unis. L'étude est américaine. Peut-on la transposer telle qu'elle en Suisse? C'est vrai que les États-Unis sont plus permissifs que nous sur les pesticides. Par exemple, ils épandent encore dans leurs champs 70 produits phytosanitaires interdits chez nous depuis des années. Mais l'agriculture suisse n'est pas en reste. On recense 380 pesticides autorisés et certains justement contestés pour leur toxicité sont sur la sellette. Donc l'étude de Harvard reste valide pour la Suisse. Et les questions s'enchaînent. Les résidus de pesticides annulent-ils les bienfaits des fruits et légumes? Comment sont fixés les dosages? Quel contrôle? Quel impact dans notre corps? On trouve une première réponse au laboratoire de toxicologie forensique du CHUV à Lausanne, avec le professeur Marc Augsburger. Si on avale par accident un pesticide, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Alors là, vous imaginez bien les conséquences, tant au niveau du système nerveux central, éventuellement du cœur, du mécanisme en fait, qui fait fonctionner les muscles, donc on peut avoir ensuite aussi des problèmes respiratoires, etc. Donc avec des effets et des conséquences majeures. Pour les toutes petites doses, les résidus de pesticides, en fait, on ne sait pas grand-chose. Et ce qu'on découvre petit à petit, c'est que dans le fond, c'est peut-être pas si anodin que ça, mais peut-être qu'il n'y a pas de risque. Donc il y a beaucoup de recherches qui doivent être effectuées pour mieux comprendre ces interactions entre des très faibles résidus et de savoir aussi sur la longueur. Peut-être que si je suis exposé une fois en mangeant un abricot qui a des très faibles résidus, il ne va rien se passer parce que mon organisme est capable quand même de se défendre face à ce stress ou cette agression. Maintenant, si cet abricot, je le consomme tous les jours, pendant 10 ans, pendant 20 ans, toujours avec ces mêmes faibles doses, là, la question est ouverte. Pour comprendre comment est fixée la dose journalière admissible, il nous propose une expérience. Le pesticide, c'est le sucre vert. Je vais commencer
par la dose massive. Hein. Donc on est en train d'imager dans le fond une situation où quelqu'un serait exposé volontairement ou accidentellement à des doses très importantes. Donc on va ajouter l'eau et vous voyez qu'on a une coloration très importante. On voit encore même que le sucre n'est pas encore complètement dissous. Donc on est dans des doses vraiment très élevées. Le second pot reçoit l'équivalent d'une exposition directe moyenne, celle éventuellement des agriculteurs ou des jardiniers. La substance est bien présente, mais comme on peut s'attendre, eh bien l'intensité de la coloration est nettement plus faible. Et pour les résidus de pesticides, là, on va prendre vraiment une micro-spatule pour une microdose. Alors, on voit que dans le fond, on n'a pas rien, parce qu'on a une très 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 faible coloration. Et si on a 0, ben, on n'aura vraiment rien. Donc l'idée, on s'est dit, mais ici, on est clairement en dessous de cette valeur-là, mais il n'y a pas rien. Vu l'incertitude des connaissances, pour fixer les normes, les autorités vont encore massivement augmenter la marge de sécurité. On va prendre un facteur de sécurité, souvent c'est à peu près une multiplication par 100 à peu près, et on va définir comme ça la dose d'exposition admissible, où on va dire normalement à ces valeurs-là, si on est exposé tous les jours, si on est plus bas que ces valeurs-là, eh bien on n'a pas les effets toxiques qu'on pourrait observer ici. En Suisse, c'est l'Office fédéral de la santé alimentaire qui fixe et actualise les doses journalières admissibles pour chaque pesticide. Le principe, en avoir le moins possible dans les champs et donc dans les aliments. Marc Stauber se veut rassurant. C'est très important que les résidus de pesticides ne présentent aucun danger pour la santé. La base, c'est en fait de respecter la bonne pratique agricole. C'est-à-dire que les valeurs maximales doivent être les plus basses possibles et juste suffisantes pour garder leur efficacité. Dès lors, même si l'on devait constater une hausse, ce qui est bien avec ce principe, c'est que ces valeurs maximales seront toujours bien en dessous des exigences de sécurité sanitaire. D'où proviennent les informations ? Il y a les protocoles internationaux à respecter et il y a différentes données fournies par les fabricants qui sont ensuite évaluées par différentes agences, par exemple spécialisées dans les effets sur l'être humain ou spécialisées dans l'impact sur l'environnement, etc. Mais ça vient bien des fabricants. Oui, ça vient des fabricants, exactement. Est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus prudent ? Non, en fait parce que on suit vraiment l'état des connaissances et cela peut évoluer dans une autre direction. On parle toujours d'une substance qui se révèle pire dans le futur, mais il peut se passer exactement le contraire, à savoir qu'une substance s'avère moins nocive. C'est vrai, mais l'évolution de la science a permis d'identifier des cas particulièrement dramatiques. Par exemple, les pesticides contenant du chlorpyrifos. C'était l'insecticide le plus répandu en Suisse pour traiter les légumes, les baies ou le raisin. On s'est aperçu que, dans le fond, pour cette molécule-là, si on allait en dessous de ces valeurs admissibles et qu'on avait une exposition fœtale, eh bien, ça engendrait des problèmes, notamment au niveau développement neurologique, peut-être des conséquences sur des retards mentaux, des retards de développement au niveau fœtal. Il ne s'agit pas d'une exposition directe, donc c'était forcément à travers l'alimentation de la maman ? Absolument. Le chlorpyrifos a été considéré inoffensif pendant 60 ans avant d'être interdit en Suisse en juillet 2020. La législation est fédérale, le contrôle cantonal. Chaque année dans toute la Suisse, seuls 2000 à 2500 échantillons de fruits et légumes sont testés, dont 1000 à Genève, qui est le centre de compétences roman pour l'analyse de pesticides. Les produits proviennent aussi bien des magasins que des marchés.
ils ne sont pas choisis au hasard, comme l'explique le chimiste cantonal genevois Patrick Eder. On fait ce qu'on appelle de l'analyse de risque, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les produits qui ont le plus, on va dire, de risque de contenir des pesticides. Est-ce qu'il y a des nouvelles normes? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes agriculturales? Est-ce qu'on est plus dans des produits hors saison? Et on fait des plans de contrôle qui peuvent être différents d'année en année. Apprentie laborantine, Laura Maloriol teste un échantillon de fraises. Alors là, on va rajouter du solvant. Donc c'est un liquide pour extraire le pesticide et c'est le même style que de l'acétone pour le vernis à ongles. Donc ça permet d'extraire le pesticide? Ouais, les différents pesticides parce qu'on n'en regarde pas que un, on en regarde 380 en tout. Est-ce que ça suffit 2000 à 2500 contrôles par année sur la Suisse? Ce serait insuffisant s'il n'y avait que nous. Le premier niveau, c'est les entreprises qui vont faire leur propre contrôle et elles sont tenues à ce devoir d'autocontrôle. Donc il y a énormément d'analyses et de contrôles qui sont faits déjà via les producteurs, via les importateurs. Nous, on vient juste en renfort et pour justement identifier des manquements qu'il pourrait y avoir dans ces autocontrôles. Ces autocontrôles, le résultat n'est pas public? Non, effectivement, ces résultats, on n'en a pas connaissance. On sait quand même parfois le nombre d'échantillons qui sont faits globalement, mais il reste du domaine privé. La responsabilité du respect des normes en matière de résidus de pesticides repose donc sur les entreprises qui vendent les fruits et légumes. Mais ni les autorités ni les consommateurs n'ont accès aux résultats de leurs analyses. Du coup, ce sont les seuls 2000 à 2500 tests effectués dans les laboratoires cantonaux qui sont la source des données officielles, celles qui sont publiées chaque année. On observe qu'à peu près 40 à 50% des échantillons, en tout cas, contiennent des résidus. On est en agriculture conventionnelle, l'usage des pesticides est parfaitement autorisé et par contre, on va retrouver assez fréquemment des résidus. Les taux de non-conformité vont être très différents selon les types de produits. Je dirais que globalement, les fois où on n'est pas dans les normes légales, c'est quand même relativement rare. Je dirais entre 3 et 5%. Ça va dépendre après des catégories. Ce ne sera pas le cas de l'échantillon de fraises qui a passé le test. Il contient effectivement 2 sortes de résidus de pesticides, mais dans les doses réglementaires. On sait maintenant que les fruits et légumes frais sont soumis à des tests. Et les autres? On en profite pour poser la question au chimiste cantonal. Les produits qui sont déjà préparés, comme des sauces tomates ou bien des salades en sachet, est-ce que ça c'est aussi contrôlé? Alors, je vais vous faire un peu une réponse de Normand. Je vous dirais oui quand il s'agit d'un même produit. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une salade qui est mise sous sachet, tant que j'ai qu'une même salade, je peux me référer à la norme par rapport à cette salade. Si je prends une salade où il y a du radis, de la carotte, etc., ça va être extrêmement compliqué parce qu'il faudrait que j'analyse chaque, on va dire, composant différemment pour regarder si les normes, elles sont applicables à chaque composant. Il n'y a pas de norme globale comme ça. De la même manière, le paprika, c'est assez facile parce que c'est une épice, mais on va prendre une norme liée au poivron. Le curry, qui est un mélange d'épices, c'est quasi impossible parce qu'on ne connaît pas les différents composants, leur pourcentage et les normes qui vont être appliquées à chacun de ces composants. Dès qu'il y a mélange, il n'y a plus de contrôle de l'État. La responsabilité repose sur les producteurs et les entreprises qui fabriquent le mélange. Là encore, les résultats des tests ne sont pas publics. Et puis, il y a les aliments importés des pays extra-européens, là où l'usage des pesticides est souvent beaucoup moins réglementé. Là, nous avons constaté un fort pourcentage de non-conformité. Environ 50% des produits étaient non conformes. C'est pourquoi nous avons établi un programme lors du passage de la frontière. Nous y avons renforcé les contrôles de fruits ou légumes très spécifiques en provenance de certains pays en particulier afin de maîtriser ce risque. Nous sommes à l'aéroport de Zurich.
Dominique Eschbacher, du service vétérinaire des frontières, va contrôler un arrivage tout juste déchargé d'un long courrier. Nous avons ici un mélange thaï, en provenance de Thaïlande, que l'on peut utiliser pour se cuisiner facilement un plat thaï. C'est un mélange de légumes et ce qui nous intéresse ici, ce sont les piments verts. Pourquoi ces piments verts? Parce que, dans notre règlement, ils sont sur la liste de ceux qui risquent d'être chargés en pesticides, ceux qui sont beaucoup traités. Et c'est pourquoi nous devons veiller à effectuer des tests réguliers pour retirer les mauvais de la circulation. Normalement, vous ne prenez pas ces piments. Que recevez-vous? Exactement. Dans ce cas, comme nous devons disposer d'1 kilo de piments, vous pouvez vous imaginer combien de kits nous devrions ouvrir pour en extraire les piments. Donc nous avons ici un cas spécial. Nous avons reçu ici une petite quantité de ces piments verts déjà emballés que nous pouvons envoyer. Êtes-vous sûr que ces piments-là sont les mêmes que dans l'emballage? Oui, c'est une question de confiance. Nous ne pouvons pas tout contrôler et nous partons du principe que le client ne nous ment pas. Tous les piments de Thaïlande sont analysés. Tous passent par nous. Nous vérifions tous les documents et 20% d'entre eux sont testés. C'est l'importateur qui prend en charge la totalité des coûts de ces contrôles, y compris de la destruction en cas de produits non conformes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mukunuvena du Sri Lanka. C'est une herbe aromatique et c'est un envoi qui a échoué au test de laboratoire. Il est trop contaminé. Les pesticides étaient trop élevés. Quand on pense qu'il y a 5 ans, lorsque nous avons établi pour la première fois le programme, on avait 50% de non-conformité. Désormais, nous en avons 10%. C'est un réel succès. En plus, on a pu accroître la prise de conscience des entreprises agroalimentaires ou même des autorités sur le fait que nous gardions sur ce point un œil vigilant. Cette surveillance spécifique des marchandises importées s'applique encore au thé, pistaches, noix de cajou, sésame, autant d'aliments qui se trouvent notamment sur la liste des produits considérés à risque. Laver ces fruits et légumes, ou les peler, ou les cuire, est-ce que c'est une solution pour éliminer les résidus de pesticides? Alors, pas pour les pesticides, malheureusement. La plupart des produits sont dits systémiques, ça veut dire qu'ils pénètrent vraiment dans le fruit ou dans le légume. D'ailleurs, certains ne sont pas appliqués qu'à la fin, sont des fois appliqués à la fleur, ils sont appliqués tout au long de la culture. Ils vont vraiment pénétrer dans la plante et ils vont pénétrer le fruit, le légume. Et donc, vous pourrez les laver, les frotter, etc. Ça ne va pas enlever les pesticides. Seul moyen d'être sûr de n'avoir aucun résidu de pesticides, consommer des fruits et légumes bio. Mais sont-ils fiables? On les contrôle régulièrement. Je crois que l'année dernière, on en a fait à peu près 200, entre 150 et 200. Donc on fait des plans de contrôle réguliers sur les produits bio. Alors il y a à peu près 97% des produits où il n'y a rien du tout. Vraiment, ils sont bio de bio. Puis il y a quand même, un peu comme partout, 2-3% des fois où on trouve de petites traces de pesticides qui ne seraient pas autorisées. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens. Le bio suisse est fiable, mais cher, très cher. Nous avons voulu le vérifier au moment du tournage en juillet 2022 en achetant quelques fruits bio et non bio dans l'une des plus grandes enseignes de Suisse. Les abricots suisses bio coûtaient le double des non bio, soit 17 francs 90 le kilo. Même rapport de prix pour les tomates cerises, à 23 francs 20 le kilo. Et encore pareil pour les pommes gala, 6 francs 30 le kilo. Sous ces immenses serres en verre, le domaine des Matines à Genève produit chaque année quelques 900 tonnes de légumes et sa particularité, c'est qu'ils sont sans pesticides. Cultiver sans pesticides, ce n'est pas juste renoncer aux pesticides, c'est une approche radicalement différente. Jérémy Blondin nous fait visiter son domaine.
Ça sent bon ici. Oui, on a tout un tas d'herbes aromatiques, des basiliques, de la coriandre, on a de la livèche, on a plein d'essais d'herbes aromatiques. Le domaine fait de la recherche pour trouver des solutions sans pesticides efficaces en termes de production, de qualité, mais aussi de prix. Une contrainte, car les Suisses consacrent en moyenne seulement 13% de leur budget à la nourriture. On ne parle jamais de la valeur des produits alimentaires, on parle toujours du prix. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, le consommateur privilégie souvent l'article meilleur marché. Et meilleur marché, on sait bien que ça ne rime pas avec meilleure qualité, quoi. Est-ce que vous y arrivez à produire sans pesticides toute l'année? Ça marche? Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. On a une maladie qui nous pose problème où il n'y a pas de solution biologique aujourd'hui pour se protéger et puis qui est en développement. Donc là, on fait de la sélection de variétés, on essaie de trouver des solutions. Le plus grand danger, ce sont les maladies ou les insectes qui arrivent de l'étranger. Par exemple, la punaise diabolique. Aujourd'hui, la punaise diabolique, c'est un peu le char d'assaut des insectes, si vous voulez. C'est résistant à quasiment toutes les solutions qu'on a. Il a un auxiliaire, donc un prédateur naturel, qui aujourd'hui vient d'Asie. Et puis actuellement, on ne peut pas importer ce prédateur naturel d'Asie en Suisse. Il y a des essais qui sont en train d'être faits pour voir si ça peut être utilisé, si ça ne posera pas de problème dans les écosystèmes. Le domaine des Matines s'est spécialisé dans les tomates sans pesticides. Pour visiter cette serre particulière, il faut suivre des précautions très strictes. Pour limiter les risques, en fait, pour éviter qu'on puisse ramener des virus, des bactéries et autres à l'intérieur des cultures, tous les visiteurs ou les personnes externes de l'entreprise sont équipés avec des surbottes, une blouse et puis des gants. Donc, je vais vous donner tout ça. Validé? Validé. L'infrastructure a coûté des millions d'investissements au fil des ans. Donc là, vous êtes vraiment dans les coulisses de l'entreprise. Les plantes sous les serres ne poussent pas dans la terre. Elles ne sont donc pas bio. Mais en 2020, elles ont obtenu le label cultivé sans pesticides de synthèse. Donc là, on est dans la serre, nous on appelle la serre numéro 2. On fait de la culture qu'on appelle sous-abri. Ici, on est dans une serre-vert et on se protège du climat. Donc ça permet de se protéger de la pluie, du chaud en l'occurrence pour cette semaine, du vent par exemple, de la neige. Le but en fait, nous, c'est de laisser les problèmes à l'extérieur. C'est comme si vous essayiez de contrôler le climat vous-même. Oui, alors on essaye de contrôler ce qu'on peut contrôler, on ne contrôle pas tout. Pour abolir les pesticides, il faut éviter que la plante se fragilise. Si on parle du toit, vous avez les aérations là, qui sont ouvertes, qui permettent à la chaleur de sortir. On a, si vous regardez sur les treillis là, en forme de triangle, on a des écrans thermiques qui permettent de rendre la serre plus étanche et de faire de l'ombre également aux plantes. Et puis on a une ligne qui passe au milieu ici en inox, c'est la brumisation. Ici on a une sonde en fait, qui nous mesure la température, l'humidité et puis aussi le taux de CO2. Donc ça permet en fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans la serre. C'est un peu une serre 3.0 que Jérémy Blondin peut contrôler depuis son téléphone. On est connecté 24 heures sur 24. En cas de problème, j'ai un appel, que je dorme ou que ce soit un jour férié, il faut venir. Donc ici, par exemple, sur mon téléphone, là, je peux voir, actuellement, j'ai l'accès sur ma station météo. Il fait 25,4 degrés à l'extérieur. Et puis là, actuellement, dans la serre, donc là, j'ai 25,8, donc c'est la sonde qui mesure, avec une humidité de 72%. Le deuxième danger qui entraîne l'utilisation des pesticides, ce sont les ravageurs. Jérémy Blondin a trouvé des solutions naturelles. Donc on utilise des bons insectes qu'on appelle des auxiliaires, qu'on va introduire, développer dans les cultures et qui vont protéger nos cultures des insectes qu'on appelle ravageurs, qui vont faire des dégâts sur les cultures. C'est comme les coccinelles, quand on a son petit jardin, on met des coccinelles, c'est ça? C'est exactement ça. Mais vous, ce n'est pas des coccinelles. Alors on a des insectes différents en fonction des problèmes. Ici, par exemple, là, je trouve un de ces Macrolophus, là, qui sont nos insectes auxiliaires. Donc, le but, quand on fait les observations, c'est aussi de les compter. Et puis, de faire des observations d'une semaine à l'autre, de voir si la population augmente ou diminue. Et vous faites ce contrôle tous les jours? Tous les jours.
tous les collaborateurs de l'entreprise sont formés aussi à la détection parce qu'ils travaillent dans les lignes tous les jours, ils font plusieurs passages par semaine. C'est un équilibre extrêmement fragile en fait. Ah oui, c'est très fragile, oui. En 20 ans, les progrès de la science ont permis de réaliser les dangers sanitaires des pesticides répandus dans nos champs. Et les plus clairement nocifs ont été interdits. Parmi les pesticides qui restent autorisés en Europe, les plus toxiques sont en phase de substitution depuis 2011. Il est prévu de les diminuer de moitié d'ici 2030. Rassurant ? En fait, pas tellement, si l'on en croit l'ONG Pan Europe, basée à Bruxelles. Dans une étude parue en mai 2022, ils ont décrypté 10 ans de données officielles sur ces fameux résidus de pesticides les plus toxiques, ceux qui doivent être réduits d'ici 2030. Leur conclusion est extrêmement inquiétante. Les citoyens européens ont été exposés à une augmentation spectaculaire de la fréquence et de l'intensité des résidus de pesticides les plus toxiques sur les fruits et légumes vendus dans l'Union européenne. Ce rapport et sa principale conclusion contredisent les affirmations officielles selon lesquelles l'utilisation des pesticides toxiques est en baisse et que les niveaux de résidus dans les aliments sont sous contrôle. Salomé Rouanel est porte-parole de l'ONG Pan Europe. Bon, on ne s'attendait pas à des résultats aussi spectaculaires, mais l'idée c'était quand même de tirer la sonnette d'alarme. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne et l'ensemble des États membres se sont fixés l'objectif de réduire par 50% l'utilisation de ces pesticides les plus toxiques d'ici 2030. Et nous, ce qu'on démontre, c'est qu'au cours des 10 dernières années, on a peu prouvé l'inverse. Elle résume l'ampleur du problème en 4 fruits. Par exemple ici, des pêches qui font partie des produits qui sont les plus contaminés. On a des poires, des pommes. Avec les kiwis, on est sur le top 4 des produits qui ont connu une croissance de contamination la plus rapide au cours des 10 dernières années. La pomme, numéro 1 des ventes de fruits. 1/3 contiennent des résidus de pesticides parmi les plus toxiques, en particulier celles de Hollande ou du Portugal. Et il y a les fraises aussi. Les consommateurs devraient être au courant que 50% des fraises qui sont produites dans l'Union européenne, donc qui sont censées être des produits locaux, dans lesquels on a le plus confiance, sont contaminés par au moins un des pesticides les plus dangereux qui sont mis sur le marché. Pommes, poires, kiwis, fraises, mais pas seulement, tous les fruits sont concernés. Et ces fruits européens sont ceux que l'on retrouve aussi chez nous en Suisse. En 2011, 18% des fruits étaient contaminés par des résidus de pesticides les plus toxiques. Ils étaient 29% en 2019. En moyenne, en 9 ans, cela représente une augmentation de 53%. Il y a 10 ans, sur 100 fruits, on en avait une vingtaine de contaminés par ces pesticides les plus toxiques. Aujourd'hui, on en a 30. Ce qui signifie que les probabilités qu'un consommateur choisisse un produit qui contient les résidus de ces pesticides n'ont fait que grandir au cours de ces années. Pour les légumes, l'augmentation est un peu moins drastique, mais de 20% tout de même, et certains en particulier. Typiquement, on a les concombres qui en font partie, et on compte aussi les épinards ou la salade. Un certain nombre de légumes qui sont verts et associés à une connotation très détox ou healthy, et c'est là que le bas blesse parce que ce sont les plus contaminés. Le pire des légumes, selon l'étude, c'est le céleri. 54% contiennent des résidus de pesticides parmi les plus toxiques, en particulier ceux en provenance d'Italie ou d'Espagne. Mais l'étude Pan Europe révèle une autre inquiétante progression. Il y a de plus en plus un mélange de résidus de différents pesticides dans nos fruits et légumes. En 2019, plus d'un tiers des fruits contaminés contenaient un cocktail d'au minimum 2 pesticides parmi les plus toxiques. « 10% des fruits contiennent plusieurs pesticides. C'est un risque qu'on appelle l'effet cocktail. » Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet cocktail? Pas du tout, non. Non, jamais entendu parler de l'effet cocktail. Alors on en a causé, oui, mais voilà. Et ça vous inquiète pas non plus? À mon âge, non.
Et pour les jeunes générations, pour le futur? Il faut que nous se débrouillent. Et je crois que c'est le fait d'accumuler, on peut avoir une petite dose, mais si on consomme beaucoup de produits avec des faibles doses de résidus, ça crée un problème. L'effet cocktail, le chimiste cantonal, lui, le connaît bien. Oui, bien sûr, parce que dès le début, on s'est rendu compte que quand on faisait une analyse, on ne trouvait pas un pesticide, mais on en trouvait 2, 3, 4, parfois 12. Et si on imagine en plus une assiette globale sur une journée, ben oui, ça représente quand même pas mal de substances. Et aujourd'hui, c'est vrai que les normes légales ne tiennent pas du tout compte des effets de mélange ou des effets d'additivité, par exemple, et qu'on a toujours des normes par substance. Effet de mélange, d'additivité, c'est complexe. Nous avons demandé l'aide de Martin Wilks, directeur du Swiss Center for Applied Human Toxicology, un groupe d'experts qui conseille notamment le gouvernement sur des questions scientifiques. Malheureusement, M. Wilks a le Covid au moment du tournage. Nous l'appelons par Zoom. Comment allez-vous, M. Wilks? Je vous remercie, je me sens déjà mieux. Tant mieux. Avec votre institut, vous avez beaucoup étudié l'effet cocktail. Mais qu'est-ce que c'est l'effet cocktail? Dans ce cas, on parle d'effet cocktail lorsqu'il s'agit de résidus de produits phytosanitaires dans les aliments, lorsque plus d'une substance est détectée. On parle alors de résidus multiples. Cela signifie que plus d'un produit phytosanitaire peut être détecté dans un échantillon donné. Et un effet cocktail pourrait se produire si ces résidus se combinent spécifiquement entre eux et éventuellement pourraient avoir des effets sur la santé. Pouvez-vous nous donner des exemples? Prenons par exemple le traitement des fraises. Si l'agriculteur se rend compte qu'il doit par exemple utiliser un insecticide à cause d'une invasion, il peut le faire, mais il se peut aussi qu'il ait en même temps une attaque de champignons sur les fraises. Et dans ce cas, il utiliserait un autre produit. Et cela signifie bien sûr que si je récolte ensuite les fraises, des résidus des deux produits peuvent être éventuellement détectés. Lorsque deux pesticides sont combinés, ils produisent chacun un effet qui peut être une simple addition. Un effet plus un effet égale deux effets. Mais en chimie, les substances interagissent et s'influencent. On peut donc imaginer que deux pesticides ensemble diminuent ou même annulent leur action, mais ça n'aurait pas de sens en agriculture. Le troisième cas est celui qui nous interpelle le plus. Parfois, un pesticide combiné à un autre pesticide démultiplie l'effet final, qui pourrait devenir 10 fois plus efficient par exemple. On parle d'effet multiplicateur ou synergique. Et c'est exactement ce que les agriculteurs recherchent. Ils mélangent les pesticides pour accroître leur efficacité contre une maladie ou des insectes. Comment être sûr que l'effet de ces mélanges n'agit pas de la même manière sur l'être humain lorsqu'il mange des fruits et légumes qui contiennent des résidus de ces produits? C'est un défi pour la science et c'est un défi pour les autorités de régulation. Nous avons beaucoup de substances différentes et donc potentiellement beaucoup de mélanges différents. Et il est tout simplement impossible d'étudier tous ces mélanges de manière à être sûr de n'avoir aucun effet. Comme on sait qu'il y a 380 pesticides autorisés en Suisse, le nombre de possibilités d'effets cocktail est infini. Cependant, ces effets de synergie sont extrêmement rares dans la pratique. Pourquoi? Parce que le résidu, la quantité de résidu est si faible que même s'il y a une certaine amplification, l'effet global sera toujours si petit qu'il ne devrait pas causer de dommages. Par prudence, ne devrait-on pas limiter le nombre de pesticides? Par prudence?
Oui, la question est de savoir comment faire au cas par cas, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le principe de précaution est en effet l'un des fondements de la manière dont nous prenons des décisions et dont nos autorités de régulation devraient également prendre des décisions. Mais dans la pratique, ce n'est pas si simple. La question est de savoir si je dois simplement introduire une limitation des quantités ou dois-je simplement interdire d'utiliser plus de 2 substances? Si oui, lesquelles? Le problème, c'est que nos agriculteurs ont besoin d'un arsenal de mesures qu'ils pourraient utiliser. Si je limite, disons, à 1 ou 2 substances, je vais voir se développer des résistances en très peu de temps. Cela signifie que les produits ne seront plus efficaces. Ce que nous devrions faire, c'est réduire l'utilisation des produits phytosanitaires en général. L'argument n'est pas à négliger. Un usage trop fréquent d'un seul pesticide peut entraîner le développement de résistances définitives des maladies ou des insectes. Cela explique aussi pourquoi les fruits et légumes contiennent de plus en plus de résidus multiples. Comment faire autrement? Réduire encore les dosages? Être plus strict? Les producteurs redoutent un impact radical sur l'agriculture conventionnelle, ce que confirme Jérémy Blondin, pourtant acquis à la culture sans pesticides. On ne pourrait pas produire de tout et on ne pourrait pas produire suffisamment. Après, quand on parle d'une législation plus sévère, c'est déjà le cas aujourd'hui par rapport à la Suisse. Si on se compare avec le reste du monde sur bien des choses, je pense que les cultures plein champ sont plus fragiles à ce niveau-là parce qu'elles sont en plein air, donc elles ont plus de problématiques qui arrivent. Et c'est sûr qu'il y aura une diminution de la production, il y aura une diminution de la sécurité alimentaire et puis il y aura aussi une diminution du volume tout simplement. La betterave à sucre en est l'illustration. En 2019, les pesticides à base de néonicotinoïdes, trop dangereux, sont enfin interdits. 1 an plus tard seulement, un puceron porteur de la jaunisse que seul ce pesticide pouvait combattre, fait des ravages. La France et 10 autres pays européens cèdent et acceptent de réintroduire le pesticide pour 120 jours par an, mais pas la Suisse, qui a perdu la moitié de ses récoltes de betteraves à sucre. Donc il y a des cultures qui risquent de disparaître. Les agriculteurs parlent du colza aussi qui risque de poser pas mal de soucis. Et dans les légumes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, ce sera plus compliqué. Par exemple la carotte ou des choses du genre. Je vais aller plus loin, le maraîchage serait en danger tout court. Pourtant, il faut bien agir, car les récentes découvertes scientifiques démontrent un lien entre résidus de pesticides par l'alimentation et une modification structurelle de l'ADN. Certains collègues, en fait, ont fait ces études avec des très faibles doses de pesticides. En général, ils essaient de prendre en fait les doses admissibles journalières et ils vont exposer alors soit des modèles cellulaires ou des modèles animaux, comme avec des souris. Ils vont les exposer en fait à des très très faibles doses et ils vont regarder en fait les modifications. Il ne s'agit pas d'une mutation de l'ADN, mais d'une modification structurelle de l'ADN. Un peu comme si on changeait non pas un ingrédient, mais une virgule dans le texte d'une recette de cuisine qui permettrait d'interpréter la recette et d'avoir un plat un peu différent au final. Le problème, c'est que cette modification va se transmettre. Ces changements, en fait, vont se retrouver dans 1 ou 2 générations, alors que les nouvelles générations ne seront pas exposées, en fait, aux substances qui nous intéressent. Et là derrière, en fait, se posent des tas de questions, de savoir quel est le rôle de ces modifications, en fait, de l'ADN, qui ne sont pas des mutations, mais qui vont peut-être faire que, dans le fond, on va pouvoir avoir une expression plus ou moins importante de tel ou tel gène, qui pourrait, en fait, être plutôt même protecteur et pas forcément délétère. On fait un santé. Santé. Protecteur et pas forcément délétère, c'est la note positive que l'on espère au moins pour les générations futures. Mais jusqu'à ce que la science puisse y répondre clairement,
limiter les dosages semble bien minimal comme mesure de précaution. Car la question des effets à long terme de ces multiples résidus de pesticides reste ouverte. Et en attendant, on mange des fruits et légumes innocemment, en pensant ne se faire que du bien. Ah ouais, moi ce que je voulais faire c'était ça. Oh, pas mal hein. Très sympa. Ah, t'as mis les tranches de citron.